Quelle Afrique pour les générations futures? La question se pose au moment où plusieurs nations africaines, notamment en Afrique au sud du Sahara, ont opté d'être nations émergentes dans un horizon plus ou moins proche. Mais peut-on sereinement envisager l'émergence dans un contexte politico-économique chaotique, doublé d'une exacerbation de la crise identitaire? Les putschs, les guerres civiles, la malnutrition, la pauvreté sont autant de symptômes d'une Afrique qui a mal dans son modèle d'état de droit. Il convient donc, et il est urgent, selon une certaine opinion, de repenser cet état de droit et de revenir à l'authentique société africaine. Mbok Basson est géologue de formation, il est également planétologue. Il approfondit la réflexion sur les rapports entre les sciences de l'univers et la régulation des sociétés humaines. Il est l'invité de cette édition de Recto Verso. Et dans une vingtaine de minutes, il sera, comme tous les dimanches, confronté à deux de ses contradicteurs qui sont en ce moment embusqués dans les coulisses de nos studios et qui reviendront donc lui donner la contradiction, si vous permettez le pléonasme, sur le second plateau de cette émission. Ce sera la partie Verso. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi Vox Africa et bienvenue dans cette nouvelle édition de Recto Verso. Mbok Basson, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mahel. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça n'arrive pas tout le temps qu'on m'invite dans les studios. Alors, j'ai fouillé pendant que je préparais cette émission. L'équipe de production et moi-même avons fouillé longtemps et on n'a trouvé nulle part de traces de prénom. Vous n'en avez pas ou alors c'est une omission volontaire? J'en ai, mais vous savez très bien que pour être conforme aux traditions du Mbok dont je suis un prêtre, un bon Mbok, il n'est pas bon d'utiliser des prénoms dans ces circonstances. Et en réalité, il faut aller plus loin. Qu'est-ce que nous faisons avec les prénoms des autres? C'est ça le problème qui se pose. Vous n'allez pas voir un Asiatique qui s'appelle Simon Pierre comme moi, ou un musulman, ou Jacques Chirac lui-même qui va s'appeler Mbok Basson. Donc je crois qu'il faut que nous revenions à cette manière de donner nos propres prénoms à nos enfants. Parce que ça fait partie des coulisses de d'autres aliénations que de donner à nos enfants des prénoms ou des noms venant d'ailleurs. Je crois que ça fait partie du débat. Alors, ce qui vous vaut d'avoir été invité sur ce plateau, c'est l'apparition de votre livre, La pensée africaine, et c'est sur l'universalisme philosophique que je me suis évertué à lire. Je vous confesse tout de suite que je n'ai pas pu le terminer parce que c'est très philosophique, c'est quand même un peu compliqué. Non, c'est parce qu'il y a un amalgame de plusieurs sciences que ça donne à l'esprit le sentiment que c'est très compliqué à lire. Effectivement, j'avoue que compte tenu de l'enjeu de cette pensée, il fallait fouiller un peu en histoire, en sociologie, en anthropologie, en sciences exactes et dans tous les autres domaines pour donner une armature solide pour que les Africains que nous sommes comprenions les enjeux à la fois philosophiques et scientifiques de demain, mais aussi la pensée africaine profonde. C'est la raison pour laquelle je tourne en rond un peu dans toutes ces disciplines. Et c'est ça qui rend effectivement, qui donne une certaine difficulté à lire le livre. Mais quand on a une culture moyenne, on s'en sort très bien. Alors, en substance, on retiendra que dans votre livre, vous dites qu'il est impossible d'envisager aujourd'hui tout processus de développement dans le contexte de l'État-nation tel qu'on le vit aujourd'hui. Ah oui, ça n'existe pas un peuple qui se développe sans sa pensée. Regardez très bien nos agrégés de droit, économie, philosophie, etc. Même en philosophie, les philosophes africains n'ont pas le sentiment qu'il existe une pensée africaine. Or, le monde arabe a une pensée arabe, le monde asiatique a une pensée asiatique, le monde occidental a une pensée occidentale, toutes assises sur les religions, parce que c'est la religion traditionnelle qui confère la pensée. On parlera de la religion, mais quand si on parle du contexte de la diversité africaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, vous savez bien que l'Afrique du nord au sud et de l'est à l'ouest est complètement diversifiée. On n'est pas sûr que si on parle de l'Afrique centrale et on se retrouve en Afrique de l'ouest, on a forcément les mêmes us et coutumes. De quelle pensée africaine parlez-vous? Ah non, il y a une pensée structurelle profonde, hein? C'est-à-dire que l'unité culturelle, je ne suis pas le premier à en parler, il y a Cheikh Anta Diop qui en a parlé avant. On appelle ça en théorie la complexité, stabilité structurelle et morphogénèse. Tous les peuples ont un fond commun, malgré la diversité des parlers ou des langues. Il en est de même du peuple occidental. Le peuple occidental s'enracine dans la religion gréco-latine, mais il y a les Allemands, les Chinois, plutôt les Français, les Espagnols qui ne parlent pas la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, en Afrique au sud du Sahara, par exemple, qu'on revienne au cache-sexe, qu'on revienne au tribunal traditionnel, qu'on revienne au chef supérieur? Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Le retour, c'est un peu comme le retour de la Renaissance en Occident. Oui. Vous savez très bien que l'Europe s'est découverte à travers
la colonisation arabe. Ne l'oubliez jamais, ce sont les Arabes qui font découvrir à l'Occident que les Aristote, les Talons, etc. étaient des Grecs. Et brusquement, l'Europe se dit, mais si les Arabes m'enseignent ce que mes ancêtres sont, autant que j'aille chercher mes ancêtres moi-même. Donc, il en est de même de la pensée africaine. Il faut une renaissance africaine, entendue comme l'Occident qui nous enseigne ce que nous savons aujourd'hui, mais qui tire dans la pensée ancestrale profonde les racines. Si vous voulez, c'est pour dire que un peuple qui n'est pas... Moi, ce que je veux comprendre, Mbok-Bassong, qu'est-ce que vous appelez la pensée africaine profonde dans laquelle on devrait tirer des racines? Concrètement, ça se traduirait par quoi? Ça se traduirait par le droit, l'économie, le politique, l'histoire, l'architecture. Alors ça revient à ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous prônez qu'on revienne au tribunal traditionnel, vous prônez qu'on revienne au troc parce que c'était le modèle économique utilisé en Afrique. Il s'agit de faire de ce modèle traditionnel un modèle avancé de notre temps. C'est-à-dire vous prenez la substance qui s'y trouve et par le biais de la science, vous en faites un modèle théorique. C'est-à-dire que tous les peuples font comme ça. Le monde arabe l'a fait, le monde asiatique l'a fait, l'Occident même l'a fait. Vous allez dans la Grèce chercher ce qu'ont été les Grecs, mais vous rendez la pensée stable en puisant dans le corpus théorique actuel les moyens par lesquels la pensée se fait. Je veux dire que ce retour-là a pour but d'aller chercher dans le savoir endogène ce qu'il y a de théoriquement concevable pour que l'Afrique redevienne à nouveau. Donc, il ne s'agit pas d'un retour, il s'agit d'un moyen par lequel l'Afrique doit s'en sortir, autant que le monde arabe et le monde asiatique. Est-ce que vous mesurez l'ampleur du recyclage, ne serait-ce que les mentalités qu'il faudrait pour ça? Parce que, vous le savez, aujourd'hui, est-ce que l'Afrique a les ressources, prenons simplement humaines, nécessaires pour aller puiser au fond de cette tradition-là? Oui. Comment? Parce que les 80% des peuples africains vivent dans les villages. Eux, ils sont conformes. C'est l'élite qui est 15%. Vous pensez qu'ils sont conformes? On a aujourd'hui des villages qui sont électrifiés. On a aujourd'hui le modernisme petit à petit aussi en train de gagner les villages, sauf dans les régions très enclavées. Nous parlons de sciences humaines, de sciences comportementales, de sciences organisationnelles et non de la technique en tant que technique. C'est-à-dire que pour la technique, tous les peuples puisent à la base de la connaissance moderne, y compris le monde occidental. Mon portable, c'est un portable asiatique, ce n'est pas un portable occidental. Donc, ce que vous prônez, si je veux que nous soyons clairs et que les téléspectateurs qui nous regardent ce soir comprennent, vous ne prônez pas qu'on rejette totalement l'avancée technologique et technique qu'on a connue ces 40, 50 dernières années. L'avancée technologique n'appartient à aucun peuple. L'Égypte, la Chine, le monde arabe et le monde actuel ont contribué à ce qu'on voit à la radio, la télévision et l'électricité. Ça n'appartient à personne. En revanche, pour s'organiser face à des peuples extrêmement violents, en particulier le peuple occidental, si vous n'êtes pas enraciné... Vous dites violent, moi j'aurais dit puissant. Oui, les deux vont de pair, parce que l'Afrique avait la puissance, mais n'a pas été violente. Elle n'a pas colonisé les autres peuples quand elle était au summum de la connaissance d'Égypte et l'Empire du Mali, du Ghana. 2 fois de suite, l'Afrique a été la meilleure dans le monde, mais elle ne s'est pas déportée pour aller mettre les autres en esclavage. Et c'est là la différence. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une manière de penser le monde qui est différente de l'approche technique ou technologique par laquelle un peuple conçoit sa manière d'organiser le développement. Donc, si vous voulez, un professeur agrégé de droit qui n'enseigne pas le droit africain, un professeur de sciences politiques qui n'enseigne pas le modèle politique africain, ne peut pas faire développer l'Afrique. Parce que le monde asiatique, le monde arabe et le monde occidental sont conformes à leur antériorité anthropologique. Alors, je vais vous poser une question qui peut sembler sotte. C'est quoi le modèle politique africain? Le modèle politique africain est fondé sur l'initiation. Et pourquoi l'initiation? Parce que l'initiation a cet avantage que le chef est obligé d'être conforme à la vérité de son peuple. Je veux dire, un Mbok, par exemple, ne peut pas travestir les commandements, ne peut pas brûler la Constitution, ne peut pas s'enrichir aux dépens de son peuple, parce que les contre-pouvoirs étaient programmés pour que le roi, qui n'est pas conforme à son peuple, parte du pouvoir. Ça veut dire que pour vous, le système politique aujourd'hui, qui est basé sur la démocratie, qui est réputée être légitime et universelle... ah non, c'est un bluff, c'est une imposture. Expliquez-nous ça. Je vous explique. D'abord, quand vous lisez des personnes comme le philosophe Herbert Marcuse ou bien même les sociologues comme Maffezoli, etc., ils vous disent que le modèle de démocratie de l'Occident n'est pas un bon modèle. Dans la mesure où vous tranchez un peuple en deux, 50% ou 52% d'un côté, 48% de l'autre. Donc, brusquement, vous excluez
une partie du peuple à l'organisation du débat national. Est-ce que vous êtes sûr que le modèle africain tel que vous nous l'avez décrit, qui fasse en sorte que le chef soit conforme à sa communauté, est fortement consensuel? Ah oui, c'est le meilleur des modèles. Je vous donne pour deux raisons. Un, il est fondé sur l'idée que le petit village du coin a son arbre à palabre. Quand vous dépassez le petit village du coin pour tomber dans un modèle un peu plus important, c'est-à-dire le modèle clanique ou tribal, là encore, il y a des registres d'arbres à palabre. Donc les arbres à palabre partent du plus petit jusqu'à la pyramide organisationnelle du roi. Donc en réalité, le roi n'a plus grand-chose à faire, puisque les affaires sont contrôlées depuis les instances les plus petites. Et aujourd'hui, on sait très bien, dans ce qu'on appelle la science et la pensée, la complexité d'Edgar Morin, il vous dit que le seul modèle qui vaille, c'est que les villages et les ethnies doivent se contrôler par eux-mêmes avant que cela n'arrive au niveau de l'État national. Sortons de la politique en parlant justement de ce modèle organisationnel auquel vous faites référence. On a quand même vu aussi dans la société africaine d'antan des velléités putschistes telles qu'on les a aujourd'hui. On a eu des gens qui ont assassiné les rois et qui ont pris le pouvoir par la force alors qu'ils n'étaient pas clairement ni de la lignée royale, ni encore moins conformes à la structure organisationnelle de la tribu. Voilà, vous avez très bien compris. En réalité, il y a des incidents dans l'histoire des peuples. Mais l'enjeu de la culture et des institutions, c'est de programmer la normalité. Je veux dire, ce dont vous parlez, c'est par exemple les Chaka Zulu ou les Samori Touré, etc., qui ont perverti le modèle au point de le rendre sanguinaire à certains égards. Mais qui sont aujourd'hui considérés comme étant des références en Afrique. Oui, mais c'est parce que le modèle référentiel est fondé sur le modèle de l'Occident. C'est-à-dire que dans le modèle occidental, le monarque, c'est celui qui a eu la puissance absolue, etc. Mais le modèle intrinsèquement, proprement africain, est fondé sur l'idée selon laquelle le roi n'est pas roi et en réalité c'est le peuple qui est le roi. Et je vous donne un exemple. Le Mbombok, par exemple, ne prend aucune décision s'il n'a pas écouté tout le monde. Et lorsqu'il prend la décision qui concerne le peuple profond, on ne sait pas qu'il a déjà consulté tout le monde. Si bien que ça ressemble à un unanimisme de croire que c'est le roi qui décide, alors que le roi a consulté tout le monde. Alors aujourd'hui, on est dans une société, là je voudrais que nous abordions la question sous un angle strictement économique. Aujourd'hui, on est dans un environnement de globalisation, où on parle de plus en plus de mondialisation, on parle d'une économie de globalité, on parle d'échanges, d'inter-échanges. Comment la société africaine, telle que vous la décrirez, pourrait aujourd'hui permettre à l'Afrique de devenir compétitive sur le marché mondial? Remarquez d'abord que ce que vous appelez la mondialisation n'est faite que d'identité. Hein. C'est-à-dire que quand vous regardez le marché de la mondialisation, le chinois vient en tant que chinois, l'arabe dit que je suis arabe, l'occidental dit que je suis occidental. Nous sommes le seul peuple qui prétend à l'universalité alors que tout le monde vient avec le particulier. Vous pensez qu'il est raisonnable pour nous, Africains, de proclamer officiellement que nous sommes des agrégés de nos disciplines respectives et aller à la mondialisation en mimant ce que l'homme occidental lui-même vient dire? Donc pour vous, la culture de l'universel qui, selon Rousseau, est l'idéal à atteindre, c'est... Ah non, l'universel n'est que la somme des particularités. Il faut faire très attention. C'est chaque peuple qui fait de sa culture le moyen idéal d'accéder à l'ordre universel. Je dis idéal, parce qu'il y a des peuples qui ont l'imposture de parler de leur universalité alors qu'elles n'ont rien à voir avec ce que l'univers programme. Et je voudrais vous dire que le seul peuple qui est capable de parler de l'univers, c'est l'homme africain. Parce que la première science de l'homme africain était une science de l'observation. C'est parce qu'un mangouste était mordu par un python que le noir, les premiers noirs qui étaient là savaient quelle plante ils vont aller chercher lorsqu'ils seraient mordus par un python. Donc vous voyez, l'Africain a pensé que c'est l'harmonie de l'univers qui est la seule possibilité pour l'homme de s'en sortir. Or, l'Occident arrive et il est historiquement situé, il vient après l'Africain, 40 000 ans avant Jésus-Christ. Il faut très bien savoir que c'est la dernière glaciation qui a fait que l'homme noir se déporte en Occident pour devenir l'homme blanc. Or, quand l'homme blanc arrive, il rationalise son propre modèle et prétend que cela est conforme à l'universel, ce qui est faux. Donc, ce que je voudrais dire, et c'est ça qui est important, l'Afrique est appelée à supplanter tous les modèles de domination de l'Occident. Comment le savez-vous? Pour la simple raison que l'Occident n'est plus capable d'un modèle de régulation écologique. Regardez, la planète s'en va. Partout, c'est le désordre de l'écosystème. Le modèle même économique, il n'en peut plus parce que partout, les poches de pauvreté sont énormes. Le modèle politique, partout, c'est les conflits.
Pourquoi c'est les conflits et pourquoi ça déménage partout? Parce que ce modèle avait pour seule ambition l'Occident, ses seuls intérêts, contre tous les autres intérêts de la planète. Alors, je reviens donc à la question que je vous posais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on reviendrait quand on sait que depuis 5 siècles, l'Occident, notamment sur l'Afrique, a imposé ce modèle d'État-nation qui est aujourd'hui, que vous décriez fortement aujourd'hui, et on a fortement ancré en nous, comme si c'était une deuxième peau, cette culture occidentale. C'est l'objet de ce livre. Il s'agit pour chacun d'entre vous, vous et moi, dans la communication, dans le droit, dans l'économie, etc., de réappréhender, se réapproprier le modèle africain. Pour ça, il faudrait d'abord qu'on trouve des référents, quand on sait que la culture africaine est essentiellement orale, comme on dit. Ah voilà. Donc vous voyez, c'est là la question. Et c'est là où les philosophes sont tombés dans le piège. Je remarquais, les Outonji, les Djomwele, les Marcin Towa, les Hebga, les Boussi, n'ont jamais pensé que la pensée africaine pouvait être fondatrice et ne savaient même pas où la chercher. Non, la question n'est pas là, Mbokbason. La question est de savoir où est-ce qu'on trouverait les références. Si aujourd'hui, la génération à laquelle vous vous adressez, celle qui regarde la télévision aujourd'hui, où est-ce qu'elle trouverait des références pour s'approprier cette essence culturelle africaine? Alors, comment faire? Je vous dis comment moi j'ai fait. Oui. En étant Bombok, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur. On ne deviendra pas tous Bombok non plus. À ce moment, vous commencez à lire mon livre. Parce que comme le modèle initiatique n'est pas un modèle très Je vous ouvert. rappelle que vous parlez à 1 milliard d'Africains. Oui, mais c'est la raison pour laquelle j'écris ce livre. Parce qu'il y a 3 choses à faire. La première des choses, recodifier les savoirs endogènes, droit, économie, politique, etc. Les mettre dans le système éducatif. Parce que si vous ne mettez pas vos savoirs dans le système éducatif, vos enfants seront comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire à 25 ans, vous finissez l'université, vous ne savez rien sur vous-même. Et nous sommes le seul peuple où l'individu qui a fini l'école occidentale ne sait rien sur lui-même. Donc, il faut les mettre dans le système éducatif afin que de l'école primaire jusqu'à l'université, l'étudiant qui finit son école soit conforme à sa pensée, exactement comme le petit asiatique, le petit japonais, le petit français, le petit arabe est conforme à sa culture. Dès lors, quand vous avez ce système éducatif, vous pouvez commencer à présent à poser les problématiques nouvelles. Comment fait-on avec la mondialisation? Comment battre la Chine ou le Japon? Comment battre l'Occident? Parce que là, précisément, je donne encore quelques éléments d'appréciation pour dire, parce que ce n'est pas le premier livre que j'écris. Les fondements de l'état de droit que j'ai écrit en Afrique précoloniale avaient pour but de dire aux Africains, voilà comment l'état africain s'organisait. J'ai écrit un autre livre sur la méthode de la philosophie africaine pour dire, voilà la philosophie africaine. À présent, ce livre que vous voyez devant vous prépare les jeunes générations à repenser la théorie du droit, la théorie de l'économie, la théorie politique africaine, la théorie de l'architecture. C'est ça le fondement de ce livre. Et je vous garantis que si on ne le fait pas, l'Afrique sera perdue peut-être pour de bon. Parce que nous sommes la dernière génération qui garde encore quelques traces de possibilités, j'allais dire de possibilisation de la connaissance. Parce que les agrégés que nous avons peuvent encore s'y pencher. Mais comme malheureusement ces agrégés sont allés à l'école de l'autre, elles ont intériorisé comme légitime le fait que le blanc soit toujours le meilleur. Moi, je connais des agrégés, je suis allé à des colloques où des agrégés de droit se permettent de continuer à citer leurs parrains et leurs parents leur disent, mais vous-même, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes déjà agrégé. Alors, on va sortir de ce débat parce qu'il nous reste très peu de temps, il nous reste 30 secondes. On va les prendre pour vous poser une dernière question avant qu'on ne retrouve vos deux contradicteurs sur le second plateau. On n'a pas suffisamment abordé la question de la religion. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une prolifération des églises, toute obédience confondue. C'est quoi la religion africaine que vous prônez qui pourrait effectivement faire l'unanimité? Je voudrais d'abord dire que la religion chrétienne est celle qui a généralisé l'aliénation auprès de toute l'élite africaine. Elle est au fondement de notre défaite. Qu'est-ce que la religion africaine à présent? La religion africaine est semblable aux religions asiatiques. Remarquez très bien que les religions asiatiques, confucianisme, bouddhisme, taoïsme, tout ça est intégré, n'ont pas de prophète et n'ont pas de messie. Elles ont le chaman. Le chamanisme, c'est les religions traditionnelles. Je veux dire, un Bombok peut être estimé être un chaman. Mais ce que je voudrais dire, pourquoi comme par hasard, tous les prophètes et les messies en Occident sortent d'Afrique? Bouddha est noir, Judas est noir, Krishna est noir, Mahomet est noir. Ça veut dire que l'enjeu de la théorie de l'amour, c'est l'Afrique qui l'a. Donc les religions occidentales ou arabes ne peuvent pas prétendre nous expliquer, nous, ce que c'est que l'amour.
D'autant plus que nous, notre amour est dans les institutions traditionnelles. On partage tout. On va à la chasse, on va à l'agriculture, on fait tout et on partage le produit de ce que nous avons. Or, les messies naissent chez les peuples violents. Le monde arabe et le monde occidental ont connu une telle violence que les peuples avaient besoin de quelqu'un pour les sortir de là. Donc le Messie ne peut naître que chez un peuple violent. Et vous comprenez ce que ça veut dire? C'est les peuples barbares qui ont des messies. Conclusion logique, le peuple africain et le peuple asiatique sont les peuples les plus modelés pour comprendre ce que c'est que l'homme profond et pour lui donner une assise souhaitable pour que les drames ne soient plus. Bogbasson, merci infiniment. On est arrivé très rapidement au terme de cette première partie. C'était très intéressant. On aurait aimé rester là toute la soirée, mais malheureusement, on a des contraintes de temps. On va donc retrouver dans quelques secondes vos contradicteurs sur le second plateau. Madame, monsieur, la partie verso de l'émission, c'est juste après la petite pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Recto Verso pour la deuxième partie de cette édition en compagnie de Bogbasson avec lequel nous avons abordé toute la problématique de la pensée africaine. Je voudrais juste avant qu'on accueille votre premier contradicteur, d'abord vous souhaiter la bienvenue sur ce second plateau. Ensuite, tout à l'heure dans la première partie, vous avez dit quelque chose qui est passé pratiquement inaperçu mais qui moi m'a marqué. C'est le rejet du christianisme. On sait que l'Afrique aujourd'hui c'est le continent qui a le plus de chrétiens, catholiques notamment. Ça veut dire que vous voulez dire que toute la foi qu'on a en Jésus-Christ, le Messie, celui qui a sauvé, qui a versé son sang pour sauver l'humanité, vous voulez aujourd'hui que les Africains rejettent ce dogme? Non, il ne s'agit pas de rejeter. Jésus-Christ est-il toujours le Messie de votre point de vue? Ah non, mais puisqu'au concile de Nicée, au IVe siècle après Jésus-Christ, Jésus mort 3 siècles avant, la discussion était franche. Il s'agissait de savoir ce qu'on va dire du Christ. Et il y avait ceux qui étaient d'accord qu'on dise qu'il est le Fils de Dieu et ceux qui étaient contre. Ceux qui ont dit qu'il était le Fils de Dieu a remporté, mais dans le cadre du projet expansionniste de l'Occident qui avait vu dans la déification du Christ le moyen par excellence de corrompre les mentalités des autres. Vous êtes de ceux qui disent que... Non, il est comme nous tous, il a vécu comme nous tous. Simplement, il y a une technique dans la rédaction de l'histoire qui consiste à faire des gens des saints. Exactement comme on a fait avec Marie au 19e siècle, 20e siècle. Donc, c'est des personnes comme nous qui sont devenues des... Et je ne lui en veux pas. Simplement, ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de la volonté du christianisme de nous absorber en son sein, c'est là qu'il y a problème. Nous devons, nous aussi, nous désolidariser pour être exactement comme les religions arabes et les autres religions. Voilà. J'ai introduit votre premier contradicteur, M. Thierry Gervais-Ngango, s'il vous plaît. Bonjour Thierry. Bonjour Paul. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est qui m'honore de toute façon. Content de vous retrouver ici. Merci infiniment. Sur ce beau projet. Bonsoir à Bogbasson aussi. Bonsoir aux téléspectateurs. Je suppose que vous avez suivi les échanges qu'on a eus avec Bogbasson dans la première partie de cette émission. Et que sans doute, je vois que vous avez pris beaucoup de notes. Donc il y a sans doute des points sur lesquels vous êtes peut-être convergents ou divergents. C'est à vous de voir. Je vous laisse en compagnie de Bogbasson pour 15 minutes. Donc, bonsoir, M. Bogbasson. Bonsoir. Je vais d'abord observer que dans votre débat, comme l'un de vos livres que j'ai essayé de lire, éloquence, vous êtes éloquent, vous êtes brillant, mais assez complexe, assez difficile à suivre. Tant vous avez du mal à définir les concepts, comme universitaire ou chercheur, vous devez savoir ce que c'est que la définition des concepts. Vous ne définissez jamais les concepts. Par exemple, c'est quoi l'authenticité africaine? Ou l'authenticité des sociétés africaines authentiques? C'est quoi l'authenticité pour vous? Je ne pense pas que j'en ai parlé. Je définis toujours les concepts parce que c'est le premier niveau de la rationalité. Sauf si vous n'avez pas lu très bien le livre. Je ne ferai pas une erreur de gamin comme celle-là de ne pas définir les concepts. Quand je parle des sociétés africaines authentiques, je voudrais signifier celles qui ne sont pas aliénées. Parce que l'élite prétend parler pour l'Afrique alors qu'elle parle pour elle-même en considération du statut de son éducation. C'est différent. Je veux dire que laissez parler l'Afrique, découvrez-la et à ce moment, vous voyez la pensée africaine. Mais lorsque des personnes qui sont allées à l'école de l'autre prétendent organiser et penser pour l'Afrique, alors là, il y a vice de forme. Parce que les Arabes ne font pas ça, les Asiatiques ne le font pas. Nous sommes le seul peuple dont l'élite a la prétention d'accéder à l'universalité. Vous connaissez tous les livres de vous ne répondez pas vous à ma avez question. lu La Symbiose. C'est quoi authentique? Je viens de le dire.
Je n'ai pas compris. Authentique, c'est être en dehors de l'aliénation. C'est-à-dire, pour me redire, l'authenticité africaine vient de ce que les sociétés traditionnelles ont une façon de dire le réel. Et l'élite aliénée prétend dire le réel pour cette Afrique traditionnelle. Donc, authentique veut dire cette pensée traditionnelle que nous n'avons pas dans notre système éducatif, raison pour laquelle, quand nous finissons l'école, nous sommes étrangers à l'Afrique. C'est le problème que j'ai avec vous. Parce que figurez-vous, quand vous parlez d'authenticité de cette façon-là, ça me rappelle un type qui s'appelait Mobutu. Vous le connaissez? Oui, bien sûr. Qui parlait d'authenticité, oui. Qui considérait l'authenticité exactement comme vous, Non, pas comme un fait si, qui considérait l'authenticité, parce que l'authenticité commence quand? À partir de quel moment? Vous parliez d'une société, la société Bassa par exemple. L'authenticité avec elle commence à quel moment? Aux origines? Par rapport à son contact avec l'Occident, à quel moment l'authenticité commence-t-elle? Quand vous vous habillez, quand Mobutu exigeait aux gens de porter des pagnes, des foulards qui étaient imprimés en Inde, vendus par les Hollandais, les Anglais, on les portait, c'était authentique? Je veux dire, sur les questions d'authenticité, il faut faire attention. Et c'est pourquoi votre raisonnement, je suis en contradiction avec votre raisonnement, parce que... Mais vous parlez de vous-même, hein, je regrette. Laissez-moi terminer, laissez-moi avancer. Je suis en contradiction avec votre raisonnement, dans lequel on trouve, il est volontariste. Je comprends bien ce que vous voulez poser. Vous voulez poser la question d'une Afrique qui va aux sources pour apporter des réponses au développement. Mais il y a comme chez vous un problème avec l'Occident. Je ne me pose pas quand je réfléchis par rapport à l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes en contradiction avec vous-même. Je vais vous prendre un exemple de cette contradiction-là. Vous dites dans votre raisonnement tout à l'heure, les Français, les Grecs, les Italiens, je les cite, les Italiens et tout, ils apportent, ils ont leur langue, et ils apportent des réponses au développement de leur pays. Et tout de suite, vous me faites sursauter. Vous dites, et nous les Africains, pourquoi vous voulez nous mettre dans les ghettos? L'Africain du Caire est-il l'Africain de Yaoundé? L'Africain sahélien a-t-il le même rapport à la religion, à la culture que l'Africain de Banjul ou de Pretoria ou de Kampala? J'en sais rien. Arrêtez de considérer l'Afrique. Vous dites le peuple français. Pourquoi vous ne dites pas le peuple occidental? C'est le deuxième problème que vous avez dans votre raisonnement. Au-delà des incantations, je pense que vous enfermez la question du développement dans l'Afrique dans le prisme de fantasmes qui sont dépassés. On ne peut pas aujourd'hui. Je suis d'accord qu'on aille aux sources. Vous avez parlé de la question des prénoms. Pourquoi voulez-vous que vous appelant Simon Pierre et que moi je m'appelle Thierry Gervais, que j'ai un problème avec ce prénom chrétien? Pourquoi voulez-vous empêcher un Bamileke qui s'appelle Jean d'aller à l'église le dimanche et de rentrer prier ses ancêtres le week-end, aller faire son rite au crâne? Ça s'appelle du syncrétisme. Ça manque à votre raisonnement. Et tant que vous allez continuer à poser des questions comme ça, sans faire la cesse, sans faire la synthèse, vous allez toujours être à côté de la plaque. Vous ne pourrez pas apporter des questions, malgré votre volontarisme, vous ne parviendrez jamais à apporter des réponses claires et pertinentes à votre combat qui est juste. Je vais vous rappeler deux hommes. Et je ne peux pas vous laisser dire. On va peut-être laisser M. Je vais terminer par là, parce voilà. que c'est un tour. Je ne vais pas vous laisser faire l'insulte à vos défensiers. Je vous ai entendu citer des philosophes qui ont travaillé sur la question. Est-ce que vous connaissez est-ce que vous connaissez Kangé Wane? Est-ce que vous connaissez Fabien Lucy Moulanga? Est-ce que vous connaissez le pasteur Kamana? Est-ce que vous connaissez, je viens près de nous, Nicolas Bissek qui travaille sur les deux riches du Congo? Est-ce que vous les connaissez? Vous mettez à la télé, vous dites qu'ils étaient dans les lubies et que vous aviez tort. La question est difficile. Et je vais terminer en vous renvoyant à deux ouvrages, ceux d'Axel Cabot et de Daniel Etonga Mangele, qui ont abordé la question. Elle n'est pas si facile que vous semblez le croire. Monsieur Mbokbasson? Vous voyez très bien le degré d'inculture. C'est très difficile à comprendre. Je le disais tout à l'heure, je vous ai dit que quand nous finissons notre système éducatif, nous sommes le seul peuple qui prétend à l'universalité sans connaître ce qu'il est. C'est le seul système éducatif qui est la cause. Parce que, voyez-vous, quand nous finissons l'école, nous avons intériorisé comme légitime l'identité de l'autre. D'ailleurs, je peux vous dire que nous le voyons comme le maître encore, même en son absence.
Et comme nous interprétons le réel par rapport à ces schèmes de pensée, brusquement nous nous disqualifions. Le drame actuel de l'Afrique vient de ce que l'élite est perdue quand elle a fini l'école. Le monde arabe, le monde asiatique ne fait que sa culture. Les peuples qui accèdent au développement, à la grandeur des nations, sont les peuples qui ont comptabilisé leurs ressources pour s'ouvrir. C'est exactement comme les racines d'un arbre. Si vous ne puisez pas profond la sève, vous ne pouvez pas avoir une cime haute. Là-dessus, nous ne sommes pas en contradiction, nous sommes plutôt en phase. Alors, je vous explique ce qui arrive à dommage. l'authenticité. L'authenticité, ce n'est pas le développement dont je parle. Le développement se conçoit comment? Eh bien, on prend les théories. C'est pour ça qu'il nous faut une théorie du droit, une théorie de l'économie, une théorie politique, etc. Ce sont les théories qu'on met dans le système éducatif. Si vous n'avez pas de théorie, vous ne pouvez rien mettre dans votre système éducatif. Alors, Et l'Asie, comme on est dans un échange, je vais encore parler de votre contradiction. Je vous ai entendu si bien évoquer l'Égypte antique d'une manière ou d'une autre, quand vous faisiez référence à Pythagore, de cette culture qui est partie d'ici pour aller en Occident. La géométrie, c'est quoi? Elle est née sur les berges du Nil, n'est-ce pas? Ne confondons pas la question de l'appropriation de nos cultures et son opposition par rapport aux autres cultures. Je suis d'accord avec vous qu'on s'en inspire. Vous avez parlé tout à l'heure dans la première partie du débat, et je vous ai suivi, un tout petit peu scandalisé. Quand vous essayez de comparer nos modèles de chefferie traditionnelle à la démocratie, vous n'êtes pas allé au bout du raisonnement. Comment un chef arrive sur le trône en Pays-Bas militaire? Moi, je n'ai pas eu l'impression qu'il les comparait, j'ai eu l'impression qu'il les opposait. Je le note, il les opposait. Voilà. En les opposant, voilà. Merci de préciser. Comment un chef arrive au pouvoir? Il a de toutes les façons. Non, et expliquez-moi comment il arrive. Il arrive par un phénomène de succession de faits. Mais parmi combien d'enfants? Et comment la succession Parmi combien d'enfants? Généralement, à l'Ouest, on dit, le chef dit, je souhaite que ce soit tel. Voilà. Quand il part, oui, la clé de la succession ne lui appartient plus. Voilà. Elle appartient au notable. Voilà. Mais le jour où ce chef devient souverain, il devient, comme on l'appelle, c'est souverain. Il demande exactement comme en démocratie des conseils aux sages et il tranche. Ne prenons pas les dérives des systèmes et des modèles pour les opposer aux modèles eux-mêmes. Ça, ce n'est pas la démocratie, ce dont vous venez de parler. Mais vous dites, l'autre, celui-là est bien, l'autre est perverti. Dans la démocratie, c'est la même chose. On élit un chef selon les régimes présidentiels en France. Monsieur Hollande, il est président de la République, il a un corps de notables qu'on appelle Parlement, qu'on appelle sénateur, qu'on appelle Conseil constitutionnel. Il y a les mêmes, barrières, il y a les mêmes frontières, mais sur certaines questions, vous savez qu'il tranche. C'est exactement la même chose que chez nous sur certaines formes qui divergent. Donc, je veux dire que vous ne pouvez pas opposer des concepts comme ça de manière superficielle. Donc, superficielle. Si je vous ai bien compris, Thierry, on est dans les mêmes concepts, qui ont juste des dénominations terminologiques différentes. Qui changent, qui s'adaptent selon les contextes. Voilà. On ne peut pas les opposer comme cela. Je voulais terminer en disant, on est dans un État, prenons l'exemple d'un État, le Gondwana, le Cameroun ou le Gabon. Vous lisez démocratiquement un président de la République, il peut être bon, marquer l'histoire, être très bon démocrate, il peut s'avérer être un tyran autoritaire. Ce n'est pas la faute au système, c'est la faute aux hommes qui sont appelés à porter le système. M. Borbasson. Vous voyez, je suis très gêné parce que nous ne sommes pas souvent cultivés. Pour bien comprendre cette Afrique, la deuxième fois. Oui, pour comprendre bien cette Afrique, il faut refaire son histoire. Quand on refait son histoire, on fait parallèlement sa sociologie. Et quand on veut comprendre sa sociologie, on comprend la religion parce que la science politique, la science économique sont avant tout des visions du monde fondées sur une religion. Et le drame de l'Église, précisément, c'est d'avoir obligé l'élite à quitter ses traditions comme si par essence elles sont opposées à la modernité. Savez-vous ce qui s'est passé en Asie? L'Asie a brûlé les missionnaires chrétiens et c'est la raison pour laquelle l'Asie est ce qu'elle est aujourd'hui. 4 siècles. Le monde chrétien n'est pas entré en Asie, premièrement. Deuxièmement,
il faut le savoir, pour créer les conditions d'un développement, il faut réarmer le peuple de sa pensée. Le monde arabe est en train de monter en puissance. Le monde asiatique monte en puissance. Pourquoi, comme par hasard, est le monde juif, pour lequel votre Christ est arrivé, et qu'il le refuse? Regardez où sont les Juifs. Les Juifs contrôlent tous les espaces. Mais ils sont exactement Juifs comme ils l'étaient il y a 1000 ans, 2000 ans. Pourquoi vous refusez à cette Afrique d'être ce qu'elle a été, tout en puisant dans le fort, dans la forteresse mentale qu'elle a eu, les moyens d'accéder à la modernité? Moi, je voudrais juste, si vous le permettez, excusez-moi de vous interrompre, juste prendre 30 secondes sur le temps imparti à Thierry, pour revenir sur le système politique auquel il faisait allusion tout à l'heure. Dans la première partie, vous avez dit que vous estimiez que la démocratie n'était pas un modèle consensuel, du fait qu'elle divisait le peuple, une partie, le modèle occidental, le modèle africain est consensuel. Alors, dans le modèle traditionnel qui semble être votre cheval de bataille, oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de revenir à une stratification des classes figées, c'est-à-dire qu'on a d'un côté une lignée qui est appelée à régner ad vitam aeternam et une autre qui est appelée à rester sujette ad vitam aeternam? Ce qui est important pour un peuple, c'est d'abord de savoir ce qu'il a été. Il faut éviter de faire le syncrétisme avant l'heure. Ce que je voudrais dire, il faut très bien comprendre où j'insiste. L'Afrique n'a pas de théorie qu'elle peut opposer au monde qui le domine et qui l'exaspère. Pour faire la théorie, pour faire une théorie en architecture, en droit, en économie, il faut aller puiser dans l'histoire. Et quand vous avez les matériaux de l'histoire, il vous faut les parcourir sur un long terme pour voir le référent commun à tous ces peuples. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a une stabilité structurelle de la pensée, il y a des morphogénèses. Ce que vous observez en termes de morphogénèse, qui ont l'air si dispersifs ou si différents, ne sont que le résultat d'une histoire dont il convient de trouver le référent initial. Les grands peuples ont une théorie initiale avant de faire ce qu'on prétend l'universalité. Et notre drame à nous tous, c'est que la philosophie a passé son temps à parler de symbiose des cultures, de rendez-vous, du donner et du recevoir, alors que nous n'avons rien. Vous allez à la mondialisation, si on vous demande pour vous et comment, vous ne savez pas. Monsieur de quelle mondialisation je vais répondre à la place de ces Africains que vous insultez avec une certaine... une condescendance qui me choque. Soyez humble. Soyez humble, parce que figurez-vous, vous êtes en train d'insulter des chercheurs qui, avant vous, ont travaillé sur ces questions-là. Ça m'étonnerait qu'ils aient trouvé. Non, vous n'avez pas trouvé. Moi, je peux vous dire qui a trouvé, qui n'a pas trouvé. Demandez-moi, parce que vous ne lisez pas. Vous n'êtes pas le Messie. Bon. Si vous me laissez vous parler. Bon, allez-y. Je vais laisser peut-être à vos prochains contradicteurs. Il nous reste 2 minutes. Vous dire comment parler de votre extrémisme. C'est de l'extrémisme. Vous êtes allé à Carthage une fois dans votre vie. Vous êtes allé à Carthage une fois dans votre vie. C'est moi qui ai pris les 30 millions d'esclaves en Afrique. C'est l'Église qui l'a pris. Vous appelez à l'autodafé, exactement comme les Chinois, c'est-à-dire brûler la Bible, tuer de l'Occident, et vous pensez que la solution... Mais M. Mokbasson, je vais vous suggérer une chose. Vous recommencez à vous habiller en toile de jute, vous enlevez le coton que vous avez chez vous, même s'il est produit ici, vous cessez de parler en français. Quand vous allez résoudre ces questions, heureusement que nous sommes d'accord. Quand vous allez commencer à résoudre ces questions... Or, vous voulez me laisser faire ce travail seul. Et vous faites quoi pendant ce temps? Mais parce que vous-même, vous et moi, nous en avons discuté par le passé, parce que vous et moi, nous savons que ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, et là je peux être d'accord avec vous, c'est de puiser dans l'intelligence que nous apporte notre culture pour apporter des réponses et non pas de les opposer. Vous avez parlé de la civilisation. Je termine par l'opposition. Si vous restez une minute, vous avez encore 20 minutes à passer sur le tableau. Non, c'est pour vous aider. Du rendez-vous, du donner, du recevoir. Ouais. Encore avec zèle. Respectez Senghor. Respectez Senghor. Parce que cette civilisation de l'université, de donner, du recevoir, vous demandez qu'est-ce que nous apportons? Qu'est-ce que nous apportons? Alors, nous apportons à cette civilisation-là une chose qui fait la force de la France aujourd'hui. Vous connaissez Paris, je suppose. Paris, je disais en français il y a quelques jours, votre capitale, il peut lui manquer du pétrole, il peut lui manquer de tout, mais il lui restera sa culture qui en fait la capitale culturelle. Et c'est l'une des plus grosses industries, c'est la capitale touristique. Vous savez combien ça représente en termes de PIB? Je vais vous laisser sur la question. Méditez et vous viendrez me répondre. 30 secondes, M. Mokbasson. Dans tous les sens. 30 secondes. Paris, c'est Père Isis. C'est-à-dire que Pelé Isis.
C'est-à-dire, c'est le palais de la reine Isis égyptienne. Je termine là-dessus. En science, on n'insulte pas. En science, c'est la fondation qui oblige à ramener au droit chemin. Je veux dire que ne confondez pas le bavardage du dehors avec ce que j'écris. Non, mais dans votre livre, j'ai l'impression que c'est du bavardage. Bon, alors, il faut repenser. Parce que alors, on va revoir. Je n'ai pas le niveau, je le conçois, je vous le conseille. Bon, heureusement. Mais Il faut être modeste, il faut être modeste. Mais oui, mais je le confesse. Pas mais le problème, c'est qu'il y a 5 personnes autour de moi qui ont le même problème. Parce que l'Afrique est aliénée. C'est là le problème. Merci. Posez-vous la question de savoir si ce n'est pas vous qui êtes fou. Ah oui, là c'est vrai. Oui, vous avez raison. Et en cela, je vais terminer par un autre exemple. Ouais. Vous avez lu Cheikh Hamidou Kane. C'est un mauvais livre. Un excellent livre. Merci, il est mauvais parce que vous ressemblez au fou. Non, je vais vous expliquer. De Cheikh Hamidou Kane. Oui, et je vous fais une fleur. Cheikh Hamidou Kane dit dans un colloque au Canada, c'est le personnage qu'il a le plus aimé. Vous savez pourquoi il l'aime? Je vais vous dire parce pourquoi qu'il finit par tuer au type à qui vous ressemblez exactement. Parce que c'est un mauvais livre. C'est-à-dire que vous êtes allé à l'école du blanc, vous n'avez pas pu lier le fer au fer, parce vous revenez à l'école du noir, vous ne savez pas quoi en faire. Je vous ai dit le syncrétisme, mon ami Mbogbason. Le syncrétisme. Merci, messieurs. Merci infiniment. Merci beaucoup. On est arrivé au terme de cette première partie d'échange. C'est très intéressant. On aurait aimé rester là. Moi, je suis content de lui parce qu'il avance. Merci beaucoup. Merci Thierry d'être venu sur ce plateau ce soir. C'est moi qui vous remercie. On espère que c'est la première fois qu'on vous reçoit sur Recto Verso. On espère que ce n'est pas la dernière. J'espère bien. Je me ferai toujours le devoir de venir quand je peux. Merci. Et je vous remercie de m'avoir invité face à... C'est le dernier quand même si je ne suis pas d'accord avec lui. C'est l'un des derniers qui continue à réfléchir, à essayer de faire... Espèce à voir des disparitions. Alors, merci beaucoup Thierry. Merci M. Mbogbason. Madame, monsieur, on se retrouve avec le deuxième contradicteur de M. Mbogbason dans quelques secondes. On marque juste une petite pause et on se retrouve après. Retour sur le plateau de Recto Verso, nous sommes dans la deuxième partie et nous allons dans quelques secondes accueillir le deuxième contradicteur de M. Mbogbason. On se rend compte que ça a été... Il avait quand même un argumentaire qui tenait la route, votre premier contradicteur. Non, ça ne tient pas la route. Parce que le problème qui se pose, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas fait physique nucléaire, vous ne pouvez pas discuter avec un homme physique nucléaire. Si je discute avec des gens dont la culture est avancée sur la science de notre temps, ils ne diront pas ce qu'ils disent. Voilà. C'est tout. Espérons qu'on va en tirer quelque chose. Le deuxième contradicteur, M. Stéphane Akoa, s'il vous plaît. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Mbogbason. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, je vais vous faire une confession, ne le prenez surtout pas mal, n'y voyez aucune connotation péjorative, mais quand j'ai évoqué votre nom par rapport à ce thème, et j'en parlais avec quelqu'un qui m'a dit, c'est bien d'inviter Stéphane Akoa, il est le parfait exemple de la symbiose des cultures. Justement, c'est un élément qui manque dans la démonstration de Mbogbason et je m'étonne que lui, si brillant, capable de comprendre l'univers et même au-delà, ait oublié les réalités humaines qui sont faites notamment de cette mixité, de ce mélange, de cette rencontre, parce que les civilisations auxquelles vous faites référence, les systèmes dont vous parlez sont aussi des systèmes qui se sont déplacés. Ils se sont déplacés sur le continent africain notamment, et même parfois au-delà. Ils ont rencontré ces systèmes, d'autres systèmes avec lesquels ils ont échangé, parfois violemment, parce que la violence que vous excluez dans cette ancestralité magnifique, on dirait un Éden, mais je sais qu'Éden est un mot qui vous dérange, référence chrétienne oblige. Et tout cela veut dire que vous avez oublié de parler de l'Afrique qui a bougé, vous avez oublié de parler de ces Afriques qui se sont déplacées, et vous avez oublié de nous dire pourquoi il y a eu des mélanges, pourquoi il y a eu des rencontres. La question que monsieur pose est très intéressante, parce qu'on aborde la question de la loi de l'échange et de la valeur. Comment les systèmes ouverts à l'environnement échangent? Je prends un exemple pour que vous compreniez très bien ce qu'il vient de dire. Quand vous mettez une plante dans le sol, si l'eau embourbe le sol, la plante flétrit. Si vous mettez des matériaux qui sont très importants, nocifs pour la plante flétrit. Donc l'échange a pour but de contrôler le métabolisme interne de la plante afin que les éléments d'échange qui rentrent dans la plante ne compromettent pas la survie de la plante. Il en est de même des échanges. Ce qui arrive à l'Afrique, c'est que l'impact des apports est si important que ça flétrit l'Afrique.
C'est pour ça que l'Asie est obligée de se fermer avant de s'ouvrir. Parce que la quantité d'éléments qui doit être absorbée dans l'élément ouvert à l'environnement a un taux scientifique qui est la loi fondamentale de l'univers, le nombre d'or. C'est pour ça qu'il faut contrôler un échange. Quand nous entrons en relation avec l'Occident, l'enjeu, ce n'est pas de nous diluer. Parce que là où nous sommes dilués. Et c'est la raison pour laquelle nous avons perdu le Nord, même pour le contrôle de notre destin historique. Ce qui m'étonne, c'est que le seul échange que vous avez repéré et que vous stigmatisez, c'est l'échange, est-ce que c'est un échange? En tout cas, c'est le contact que vous situez entre l'Occident et Ça n'a l'Afrique. pas été un échange. Mais vous oubliez qu'au préalable, Oui. l'islam est arrivé en Afrique. Voilà. Et que les civilisations qui ont progressé dans notre continent du début du Xe siècle jusqu'à l'arrivée des Européens ont été des civilisations islamisées. Pourquoi cet échange-là vous semble, en tout cas vous l'oubliez dans Non, votre... je n'oublie pas, il est dans ce livre. Non, Mais vous savez qu'on ne peut pas parler de tout. Non, dans votre propos et dans vos attaques, vous êtes essentiellement tourné contre le christianisme. Non, je vais vous dire pourquoi. Vous oubliez que l'une des progressions les plus intéressantes, parce qu'elle a aussi contribué, notamment à cet esclavage qui a ensuite été peut-être amélioré, en tout cas industrialisé par les Occidentaux, cela s'est fait d'abord dans le cadre du contact entre l'islam et l'Afrique. Mais pourquoi? Répondez à cette question. C'est vous qui l'oubliez. Moi, Alors, je suis étonné non, que mais vous l'ayez je vous oublié. dis qu'on ne peut pas parler de tout au même moment. Mais puisque vous voulez que j'en parle, je vais vous dire pourquoi. L'islam commence à être tiède au Xe siècle. C'est à partir du 15e, 16e siècle qu'il devient révolutionnaire. Pourquoi il devient révolutionnaire? Parce que le modèle islamique découvre que l'idéologie du djihad peut servir sa conquête. Donc, brusquement, ceux qui étaient musulmans hier, qui n'étaient pas violents, entament la conquête de l'Afrique. Mais ça ne marche pas. C'est pour ça que l'islam recule. Vous comprenez, l'islam n'a pas les moyens technologiques et militaires de l'Occident. Quand on sait très bien que c'est à l'Adamawa que ça s'est arrêté, et vous savez très bien que l'islam aurait pu se poursuivre. Pourquoi l'islam s'est arrêté à l'Adamawa? Il s'est arrêté à l'Adamawa parce que l'islam a été transporté, c'est le cas de le dire, à cheval, et que face au contrefort des monts Mandara notamment, les guerriers Peuls n'ont pas pu poursuivre les populations qui sont réfugiées dans les montagnes. Mieux que ça, les Mboum qu'ils avaient pris en esclavage ont pu avoir des ressources pour pervertir. Donc il y a eu d'autres esclavages avant l'esclavage. L'islam s'est adapté à accommoder du modèle africain. N'oubliez jamais que ce qui fait la force de l'islam dans l'Afrique de l'Ouest, c'est le fait que cet islam était flexible, plastique. L'Afrique a digéré cet islam. Mais avec le christianisme, ce n'est pas ça. L'islam a eu 5 millions de déportés en esclavage de Noirs. Mais le monde chrétien, 30 millions. Et après les 30 millions, les missionnaires ont eu pour but d'abattardir les Africains. Ils leur ont dit, jetez vos traditions. Tout ça, c'est la superstition. Nous nous sommes coupés de nos traditions, alors que le peuple ne peut avancer en se coupant des traditions. Le résultat est là. Tous ceux qui sont chrétiens ne sont pas capables de science. Je m'explique. La science, c'est reproduire les modèles qui sont consubstantifs de l'ordre de l'évolution, mais surtout créer des connaissances scientifiques nouvelles. Nous, on est les répétiteurs de la pensée de l'Occident. Et c'est là où le bas blesse. Vous comprenez ce que je dis? La compréhension n'est pas difficile. Voilà. L'étonnement, par contre, vient parce qu'il y a beaucoup de véhémence et quelques violences dans le propos. Il y a aussi, quelque part, un autre combat que vous engagez. Il est légitime au plan personnel, peut-être au plan sociétal, mais finalement, vous êtes dans une sorte de course à l'armement moral et que face à ces grandes catégories, parce que là, elles sont englobantes et je trouve que cette façon de globaliser flétrit, pour reprendre un de vos mots, le propos que vous essayez d'avancer, parce que vous êtes dans des catégories, l'Afrique, le peuple africain, les Arabes et les Asiatiques. Je pense que les nuances qui construisent ces réalités-là, vous les oubliez, vous les évacuez. C'est peut-être commode au plan de vue de la démonstration, parce qu'on oublie que de Tanger au Cap de Bonne-Espérance, il y a des Afriques, que de l'océan Indien à l'océan Atlantique, il y a tout autant d'Afrique. Et très souvent, le référent qui est essentiel, parce que vous portez ce titre-là, est tiré de l'organisation du peuple Bassa.
en oubliant qu'ailleurs, il y a d'autres formes Il n'y d'organisation. a pas des Afriques. Il y ne- a une unité culturelle. Non, c'est votre vœu. Je suis pas le premier. Non, c'est la science. Je reconnais. Chez non. Kanta Diop, Non, vous ne- Teofilo Benga, Aboubakry vous ne pouvez- Moussalam, Rachidi Runoko, tout le monde écrit sur l'unité culturelle. Dans ce cas-là, convoquez aussi l'archéologie, convoquez la préhistoire et allez dans les sciences et toutes les sciences, et pas celles qui sont adaptées à votre démonstration et qui permettent simplement de construire affirmation après Mais affirmation. enfin, l'Espagne, l'Allemagne, la France, c'est des langues différentes. Mais pourtant, ils ont le fond gréco-latin commun. Ce que je suis en train de vous expliquer... L'Espagne n'a pas une langue, M. Bombasson. Mais c'est ce que je dis. L'Espagne en a plusieurs. La France tout autant avant que le latin. Vous mettez de l'eau à mon moulin. Pourquoi toujours ces grandes catégories-là? Pourquoi le peuple africain? Qu'est-ce qu'on appelle peuple? Qu'est-ce qu'on appelle africain? C'est comme le peuple européen. Vous avez esquivé tout à l'heure sur la question de l'authenticité, qui rejoint sur ce que Paul Maël nous expliquait au départ. C'est que l'authenticité, c'est quoi? C'est la pureté. Donc ça voudrait dire que nous qui sommes produits d'un mélange, nous serons impurs. C'est très dangereux comme démonstration. Mais bon sang, la Turquie ne peut pas entrer dans l'Europe parce qu'elle est musulmane. Nous sommes les seuls, attention. George Bush. Là, vous parlez maintenant de Bush, vous parlez par la Turquie. C'est pour que vous compreniez. Restons en Afrique, restons dans votre Afrique. Non. Et essayons de construire cette Afrique-là. Vous ne pouvez pas nous demander de ne pas être comme ce que... Bush a dit qu'il fait la lutte contre l'axe du mal. Le monde arabe s'oppose au monde chrétien. Et le monde chrétien le lui rend. Ils ont décimé la Côte d'Ivoire, ils ont décimé la Libye. Bouche cousue pour vous tous. Et quand je tente de dire que l'Afrique a aussi pour elle, vous trouvez le moyen de dire que je fais des catégories. Mais qui fait les catégories? Il n'y a jamais eu de combat entre communautés en Afrique dans l'histoire. L'Empire Songhai, il ne s'est pas étendu, il s'est étendu avec une fleur au bout du sabre. Je suis très étonné par votre démonstration. Vous voyez, vous vous dispersez. Le débat était là. Vous étiez en train de dire que moi je parle des catégories et je m'oppose à l'Occident. Je voudrais vous rappeler que les croisades ont eu pour but de libérer le temple de Jérusalem. Les croisades ont eu pour but d'opposer les musulmans pendant près de 10 siècles d'affilée. L'Église a planté des croix sur tous nos sanctuaires. Et les Africains ne trouvent pas le moyen de dire que l'Église fait mal. Alors que cette Église refuse que les musulmans viennent faire ne serait-ce qu'une mosquée en plein Paris. Vous voyez jusqu'où nous sommes allés? Nous oublions même ce qui nous arrive. Et voilà qu'un Africain digne de ce nom trouve que c'est même très universel, que l'Église nous fasse ce qu'elle nous fait et continue d'empêcher que les Mbombos que nous sommes travaillent sur ce sanctuaire. Est-ce que vous vous imaginez la quantité de sang qui aurait coulé? Donc vous avez un problème simplement avec l'Église. Résumons votre propos. Mais l'Église a un problème avec nous. Oui, mais donc l'essentiel de toutes vos démonstrations revient à un point. Voilà, on a compris. Jésus est un problème. Venga a été tué en 1993 uniquement parce qu'il a dit donc que... Donc alors, ce n'est plus la, non, ce n'est plus la pensée africaine. C'est pas l'universalisme. Non. Venga a été tué parce qu'il a découvert que Moïse est africain. Jean-Marc l'a exilé. Qu'avez-vous dit, vous? Ah, d'accord. Et l'Occident l'a buté. Attention. Vous rigolez pendant qu'eux, ils n'admettent pas que... D'ailleurs, vous savez ce qui est arrivé à Mera Ebga. Vous savez ce qui se passe. L'Occident n'admet pas et pendant ce temps, vous partagez avec lui tout ce que vous voulez et lui, il vous bute. Il y a trop de naïveté. Le monde que vous voyez est violent parce que l'Occident l'organise violemment. Et donc à cette violence-là, vous opposez votre violence. Je suis d'accord, à la limite, puisque terrorisme contre terrorisme, toutes les armes sont à utiliser. Je veux simplement savoir... est le peuple le plus civilisé de ce monde. Non, vous avez démontré qu'il fallait absolument se battre, il fallait absolument combattre, et il ne fallait pas laisser simplement les Asiatiques et les Occidentaux christianisés dominer le monde. Il fallait une autre domination qui était celle des Africains. Moi, je ne veux pas parler de la domination africaine, je parle de l'harmonie du monde. Pour que l'Afrique restaure cette harmonie, je parle par la Non, puisqu'il y a un gap à rattraper, puisqu'il y a un retard qu'il faut combler, il faut évidemment le combler par une marche. Je suis en train de vous dire que le combat donc, que nous avons... Donc vous parlez de combat, donc vous parlez de violence. Scientifique. Oui. C'est-à-dire, vous et moi, nous devons réécrire les théories africaines pour que cette Afrique s'en sorte. Réécrire, c'est réinventer, donc c'est faire du révisionnisme. Écrire ou réécrire? Il faudrait d'abord commencer par les écrire. Mais pourquoi les réécrire? Les hiéroglyphes. Donc vous allez réécrire les hiéroglyphes? Oui, c'est ce que je mets ici. Non, ne les réécrivez pas. Contentez de vous essayer, pour nous, pour notre culture, pauvre inculte que nous sommes, de nous les faire lire, ces hiéroglyphes. Pourquoi vous voulez les réécrire? Parce que vous ne les lisez pas. Ça revient à la question que je vous ai posée dans la première partie, Mbogbassong. Où est-ce qu'on trouverait les référents pour écrire? Voilà. Il y a beaucoup de livres sur les hiéroglyphes.
Tout le travail de Cheikh Anta Diop et d'Ophile Obenga a été de restaurer l'écriture hiéroglyphique, puisque moi-même j'ai été obligé de la refaire. Pourquoi moi je l'ai refaite et pourquoi j'ai refait la pensée africaine? Parce que je suis devenu Bobok. J'ai fait 15 ans pour l'être. Parce que nous devons absolument nous réapproprier ce patrimoine. Nous ne le faisons pas, on est incapable de science. Parce que la science, c'est la capacité qu'a un peuple de faire de sa culture un objet de connaissance. Or, toutes nos traditions sont tues. Et vous faites l'architecture des autres, le droit des autres, l'économie des autres, la pensée politique des autres, et vous voulez qu'on se développe? Stéphane Aboua, pour sortir. Oui, pour sortir, pour dire que le propos est effectivement teinté de références et notamment d'un rappel à la science, alors qu'il est dit avec beaucoup d'émotion. Je pensais que là, on était dans l'humain et dans les pulsions, mais la scientificité de la démonstration m'échappe quand vous revenez à des catégories comme le droit. Ce n'est pas une catégorie occidentale, elle est universelle. Donc vous revenez quand même à l'universel. L'architecture est une catégorie... Il n'y a pas d'universalité, la science est locale. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Donc relative, ce qui veut dire que 2 plus 2 voilà. Ici ne vaudrait pas 2 plus 2 ailleurs. Il faut très bien comprendre. Non, il y a les moyens par lesquels... Soit on contribue au progrès de l'humanité en y apportant ces références, en réajustant et notamment en effaçant les fragmentations que l'histoire, et notamment l'histoire récente, aurait dans les contacts, ces contacts violents. Vous avez parlé de traite négrière, vous parlez aussi de colonisation. Vous êtes parti de ce que nous disions tout à l'heure. Vous êtes dispersé. Non, je ne me disperse pas. Rassurez-vous. Nous parlions de la science. Vous êtes peut-être dans la reconstruction de votre identité, ce qui est parfaitement respectable, et vous estimez que vous, ayant réussi, parce que vous avez accéder à cette élite, c'est étonnant que vous refusez les élites des autres alors que vous êtes une élite dans votre système, vous pensez que peut-être nous serions sauvés. Être sauvé, c'est une référence christique, voire christianisme et autres, le sauveur du monde. Donc vous venez nous sauver, je suis reconnaissant à Gbagbo Bassong d'avoir ce cheminement-là pour finalement aller où? Parce que la vraie question, c'est qu'on discute beaucoup de avant, et un avant d'ailleurs que j'ai du mal à situer parce que je ne sais pas à quel moment commence pour vous le début de cette histoire, cet âge d'or, cet Éden, je reprends encore des références catholiques, et surtout vous nous amenez où? Parce que soit, effectivement, il faudrait que ce soit un projet, mais dans ce cas-là, s'il est inscrit dans une modernité, cette modernité, elle a été composée aussi par les apports de l'Occident, de l'Asie et des Amériques. Donc, est-ce qu'on doit refuser cela pour construire notre modernité à côté de celles des autres, ou participer à cette modernité, ce qui voudrait dire de toute façon une dilution des systèmes et donc un métissage auquel finalement vous refusez une valeur et une thèmes qui vous sont chers. Je ne parle pas de ça dans mon livre. Je veux ce que ce qui n'est pas dans votre livre n'est pas justifiable. En 30 secondes, c'est étonnant. La science de la complexité qui se fait à travers des choses qu'on appelle la théorie des catastrophes de René Thom, la théorie des structures dissipatives Ilya Prigogine, les fractales de Mandelbrot sont le modèle africain. Et je suis en train de vous dire que la science qui est en train de se faire, auquel nous ne participons pas et où il y a des prix Nobel, n'est qu'africaine. Et je puise dans l'Égypte la pensée africaine pour le démontrer. Commencez par vous intéresser à cette Afrique bon sang. C'est demain, monsieur. Ce dont nous parlons là dans ce livre, ce n'est que demain. Voilà. Donc, ce n'est pas la tradition. Merci infiniment, messieurs. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Je m'excuse d'avoir été si passionné. Non, c'est un échange qui permet effectivement de voir qu'il y a des nuances, et parfois plus que des nuances, et surtout des envies, mais il faudrait qu'on les construise de façon objective. Il faut lire. Nous ne lisons pas, c'est ça. Après ça, on s'interroge quant à savoir si la culture de l'universel est toujours l'idéal à atteindre, mais bon... La seule culture universelle, c'est la culture africaine. Je vais vous dire pourquoi. Donc vous êtes dans les culture universelle veut dire fondée sur l'univers. Or, la pensée des Africains est fondée sur l'idée selon laquelle, comme l'univers nous a donné naissance, nous ne pouvons pas avoir une pensée qui la dépasse. Donc, la science de l'observation en Afrique a pour but de dire, faisons ce que l'univers fait si nous voulons être nous-mêmes. Et c'est ça, Bacon. Bacon dit, vous ne respectez pas l'univers, l'univers ne vous respectera pas. Merci, c'est peut-être sur cette citation qu'on va mettre un terme à cette émission. Merci beaucoup, messieurs. Merci également à Thierry Gervais-Ngango qui était là avant vous. Stéphane, merci mesdames, messieurs d'avoir été à notre compagnie. Gbagbo Bassong, on va dire quand même que on va rappeler que vous êtes l'auteur de la pensée africaine et c'est sur l'universalisme philosophique. J'allais juste dire que finalement, on ne vous retrouve pas. Vous êtes géologue de formation, vous êtes planétologue, vous êtes un peu philosophe sur les bords. Pourquoi? Parce que la théorie de l'univers, ma géologie me ramène aux sciences humaines africaines. L'objectif, l'unité des sciences.
Quand un impact de météorite s'abat sur la Terre, elle décrit une spirale. Et c'est cette même spirale qu'on retrouve dans les galaxies, dans la pensée africaine. Et c'est ça la science, la complexité de demain. On va quand même terminer en disant qu'avec tout ça, vous êtes en service au ministère camerounais de la Culture. Merci, madame, monsieur, d'avoir été à notre compagnie ce soir. On se retrouvera dimanche prochain pour une nouvelle édition de Recto Verso. Ce sera sur Vox Africa comme tous les dimanches. Toutes les critiques et les suggestions que vous nous faites sont les bienvenues à l'adresse rectoverso en un seul mot, @voxafrica.com. Merci, à dimanche et bon début de semaine à tous.